Nous sommes la 3e semaine d'août 1941 et les actualités que nous allons voir, italiennes, françaises, anglaises, évoquent assez peu la guerre. Pourtant, en Russie, la campagne est dure et très dure. Mais parmi les 3 pays dont on va voir les images, il en est un qui commence à connaître, à défaut de la guerre civile, c'est la France. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui avec James Steele, que nous connaissons bien, parce qu'il a achevé un livre sur la littérature de l'ombre, c'est-à-dire ces écrivains qui, dans la tourmente, ont stimulé l'esprit de résistance. C'est la semaine ou le mois où Vercors écrit Le silence de la mer, et donc ça va être un de nos thèmes aujourd'hui, cette résistance française, ou plutôt cette guerre civile française qui commence. Dites-nous un peu, James Steele, qu'est-ce que vous avez écrit dans ce livre? Écoutez, vous venez de signaler donc l'ouvrage de Vercors, et c'est un paradoxe parce que Vercors écrit une nouvelle qui est essentiellement au sujet d'une résistance passive. C'est-à-dire que certains ont même considéré que c'était une nouvelle attentiste. Et alors au moment où la France bascule dans la violence armée, certainement une partie de la résistance, voilà un écrivain qui parle de la résistance passive. Et je pense qu'il l'a fait essentiellement parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est très difficile de passer du jour au lendemain aux attentats, aux meurtres, aux assassinats. Et cela a posé un cas de conscience à énormément de gens. Il ne faut pas croire que la résistance a accepté d'agir avec violence, de gaieté de cœur. Au contraire, ça va mener à une polémique entre les attentistes d'une part, qui sont les gaullistes à Londres, mais également les Britanniques, et ceux qui sont en faveur de l'action directe. Alors, par le biais de la littérature, j'ai pu m'attaquer à différents problèmes, c'est-à-dire par exemple la perception de la Grande-Bretagne, le rôle des femmes, l'existence ou la non-existence de l'unité, et également les cas de conscience qui concernaient le recours ou le non-recours à la violence. Car nous sommes la semaine où le colonel Fabien, enfin le futur colonel Fabien, vient d'abattre. Tout à fait, officiellement. C'est le 21 août. Et alors d'ailleurs, cela va déboucher sur une prise de position assez ferme de la part du service français de la BBC à Londres, qui dira au tout début du mois de septembre, je crois, non pas parce qu'il y a eu énormément d'attentats, mais pour prévenir les excès. Et il dit bien, la résistance, ce n'est pas l'insurrection. Et je crois que ce que l'on redoute par-dessus tout, c'est que des actes de violence qui vont mener à des représailles pourraient créer une situation insurrectionnelle qui arriverait trop tôt, que l'on ne pourrait pas aider, que les Britanniques ne seraient pas en mesure d'aider. Mais ce que je voulais dire pour en venir à la littérature, parce que je me suis basé sur la littérature, le grand avantage, comme on le sait d'ailleurs, c'est que si on veut cerner la vérité de près, il faut avoir recours à la fiction. C'est vrai. Et j'ajouterais que nous parlons de cela parce que naturellement, les actualités vont faire silence sur cette guerre civile française qui commence d'un côté avec les premiers actes de résistance contre les Allemands, et d'autre part avec les fascistes français qui ont eux aussi commis des attentats, par exemple contre Marx d'Ormois, et qui veulent qu'on intervienne contre les soviétiques dans la guerre contre l'URSS. Il y a donc la période où il y avait une sorte d'unité derrière le maréchal Pétain, qui n'était pas totale, on le sait, mais quand même, cette unité existait, la majorité de la population, cette période commence à prendre fin, et nous sommes au moment tournant. Alors on va d'abord voir des actualités hors de la guerre, si l'on peut dire, et pourtant l'Italie est en guerre, et ensuite nous passerons à Vichy, puis nous passerons aux actualités anglaises. Visioni della corsa ciclistica Gorizia-Lubiana-Trieste-Gorizia, per la quale è stato messo in palio un trofeo del Partito Nazionale Fascista. Un gruppo di 41 corridori ha allacciato idealmente per la prima volta le province della Venezia Giulia alla nuova provincia italiana di Lubiana. La bella strada di Aidussina è percorsa a forte andatura. Sulla salita di Loga di Montenero lo scalatore Volpi movimenta la gara con un tentativo di fuga. Al posto di controllo di Lubiana attendono i corridori, l'alto commissario Grazioli ed altre autorità.
verso Trieste. Il passaggio a Trieste. Sul lungomare che porta a Monfalcone. Arrivo a Gorizia, dove Olimpio Bizzi taglia il traguardo in volata battendo un forte gruppo di concorrenti. Una missione della GIL, con a capo il vicecomandante, presentata dal nostro ministro Eccellenza Casertano, ha fatto dono al Poglavnik Ante Pavelic di una statua di bronzo del Gatta Melata, riproduzione del capolavoro di Donatello. Alla cerimonia sono presenti anche i dirigenti dell'organizzazione della gioventù Ustascia. A Spalato, dopo l'inizio dei lavori per il grande ospedale voluto dal Duce, è stata inaugurata una colonia elioterapica per l'infanzia, cui è stato dato il nome di Bruno Mussolini. Ecco dunque che appena redenta la Dalmazia, l'Italia si è immediatamente preoccupata di instaurare le opere di assistenza a quelle popolazioni. Così i bambini dalmati, grazie all'annessione della loro terra alla madrepatria, godono già delle opere benefiche del regime. Oui, cette manière d'annoncer quasiment l'annexion de la Dalmatie avec des activités de cette nature a quelque chose d'assez étonnant. Et on voit l'ex-Yougoslavie, ou la Yougoslavie actuelle en train d'éclater, on la voit déjà éclater dès ses premières semaines, puisque la Croatie, qui devait être sous domination italienne, veut être autonome ou indépendante sous le gouvernement pro-allemand pour l'instant. La Dalmatie est côté italien. La Serbie, pour l'instant, résiste, et bientôt c'est la Croatie qui résistera encore plus qu'elle. Bref, l'éclatement se manifeste dès les premiers mois de la guerre dans cette région. Le opere di bonifica del regime continuano su vasta scala. Ecco ultimato l'idrovoro delle Pilastresi a Bondeno, provincia di Ferrara, che è il più grande impianto idraulico d'Europa. I cavalli vapore delle macchine installate sono 11.380 e il volume d'acqua da smaltire per la bonifica è di 40.000 litri al secondo. La colossale opera ha richiesto 13 anni di intenso lavoro. Mentre i nostri soldati già combattono sul fronte russo, continuano ad affluire le truppe a rinforzare il nostro corpo di spedizione. In tutti i paesi attraversati, le truppe italiane ricevono le più cordiali accoglienze. Saluto delle autorità militari ungheresi. Alla stazione di Rákos, Budapest, dove la Regia Legazione e il fascio italiano hanno organizzato un servizio di assistenza, le truppe ricevono il saluto del Ministro d'Italia. Tra le autorità è il nunzio apostolico Monsignor Rotta. Territorio russo, nella zona di concentramento, la distribuzione dei giornali e del bollettino.
grazie alle famiglie. Prima di raggiungere le prime linee, il comandante del corpo di spedizione, generale Messe, passa in rivista i reparti e tiene rapporto agli ufficiali. Un momento di tregua sul fronte di Tobruk. Una banda militare tedesca intrattiene i commilitoni. Ma l'affluenza delle truppe italiane e tedesche verso le prime linee non ha tregua. Dal cielo i nostri apparecchi fanno buona scorta alle colonne in marcia. Il cerchio di ferro stringe sempre più la piazzaforte. J'aime style, quelles sont les réactions d'un Anglais, pardon, d'un Écossais, enfin d'un Britannique, devant cette image d'un des premiers grands sièges de la guerre, celui de Tobruk. Oui, ça me met en mémoire le problème qu'a eu Churchill avec les Australiens. Parce que dans Tobruk même, il y avait environ 3000 Australiens, des troupes australiennes qui n'avaient pas été relevées depuis un certain nombre de mois. Et cela va déboucher sur un élément de friction entre Churchill et Menzies, qui était le Premier ministre australien. Et ce dernier va exiger que Churchill replie les troupes australiennes sur Alexandria. Et ça va être un problème, parce qu'il va falloir faire venir des convois d'Alexandrie jusqu'à Tobruk pour assurer le turnover, exactement. Et en fait, Churchill s'exécutera, car il estimera qu'il faut éviter à tout prix de créer un antagonisme entre lui-même et l'Empire. Eh bien, on va voir l'actualité de Vichy, qui parle peu de guerre, ni de guerre civile, bien sûr, et qui n'évoque pas pour l'instant, pourtant, un important discours de Pétain sur le vent mauvais, Pétain qui sent très bien cette guerre civile qui sourd en France et cette résistance qu'il voudrait neutraliser. Jeunesse française, jeunesse d'aujourd'hui, France de demain. À Challes-les-Eaux, 6000 jeunes des chantiers de la province Alpes-Jura se sont rassemblés. Après une messe célébrée sur un hôtel rustique en plein air, le commissaire général de la Porte du Teil, accompagné de l'amiral Platon, secrétaire d'État aux colonies, a passé en revue les délégations et leur a présenté le drapeau récemment remis au chantier par le maréchal. Et ce fut ensuite, pour clore cette belle manifestation, le défilé, impressionnante parade de la jeunesse de France, à qui aujourd'hui on vient de donner un idéal.
Jeunesse française. De Marseille, à bord du gouverneur général Tirmans, 70 étudiants de la zone occupée ont quitté le sol de France pour aller au Maroc passer 2 mois de vacances. Ils font partie de ces 250 enfants qui, grâce au geste de la résidence, apprendront à aimer l'une des parties les plus belles de l'Empire. Alors, remarquons d'abord que dans tout régime autoritaire ou totalitaire, la jeunesse fait toujours l'objet de soins particuliers. Et alors, on a l'impression, en regardant ces actualités, que la jeunesse est toute acquise aux idées du maréchal. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Il y a une jeunesse qui est absente de ces actualités en particulier, c'est la jeunesse estudiantine, c'est les lycéens. Et il y a une lettre qui est une anecdote en quelque sorte, mais une lettre de Darlan, écrite à Carcopino, qui était ministre de l'Éducation sous Vichy, qui est très révélatrice, car Darlan suggère que Carcopino, qui était malade à ce moment-là, au printemps 41, devrait profiter de son alitement pour réviser certains des programmes des lycées et des écoles normales, et surtout de l'école normale supérieure, pour que cette jeunesse cesse d'être acquise aux idées gaullistes et être anglophile. Bon, il n'était peut-être pas acquis aux idées gaullistes, mais enfin, il est certain que Darlan ressentait que la jeunesse française, surtout celle des universités et des écoles, était fermée aux idées pétainistes et aux idées de la Révolution nationale. Jeunesse française, à proximité de sa garnison, permet à ceux qui ne peuvent aller retrouver leur famille au cours de leur permission de passer quand même au soleil, au grand air, des heures de complète détente. Chacun vit comme il l'entend. Pas d'exercice commandé, pas d'heures fixes, pas d'autre discipline que celle de la bonne éducation. On trouve ici ce qui ne s'achète pas et qui cependant n'a pas de prix, le soleil, le loisir, le sport, le grand air, la joie du corps et de l'âme. Par suite de la pénurie de carburant qui place de plus en plus l'attraction animale à l'ordre du jour, la Suisse cherche à pousser l'élevage des chevaux et à en assurer la qualité. À l'Institut de zootechnie, un char d'un type spécial permet de mesurer la force de traction des bêtes de trait et leur endurance. Les données de cet appareil permettront, entre autres avantages, d'atteler une paire harmonieuse à chaque fourgon et à chaque canon. Sport d'été et aussi sport d'hiver, car la diversité et presque la fantaisie préside à ce championnat des débrouillards que Paris vient de faire renaître après un an d'interruption. Il ne s'agit pas ici d'être coureur ou cycliste ou grimpeur ou nageur, il faut être tout. Et la première place ira à celui qui aura su, dans ces différentes pièces du tout qu'est le championnat des débrouillards, ne se montrer jamais inférieur. En somme, au plus débrouillard des débrouillards. Et puisque nous sommes à Paris, faisons donc un tour rue de Grenelle à l'ambassade des Soviets qui, pendant des années, fut le centre d'où l'internationale communiste influa sur la politique française et qui couvrit tant de scandales. La rupture des relations avec les Soviets a permis de vérifier que les bruits qui couraient sur l'ambassade n'étaient nullement légendaires. Fenêtres solidement grillagées ou fermées de barreaux, grilles barrant les couloirs, entouraient une aile d'un secret impénétrable. Cette aile enfermait des postes de radio clandestins, des cachots dont certains, entièrement blindés, fermés de portes de coffre-fort, se transformèrent parfois... C'est l'œil de Moscou. Et si je me permets d'être un peu goguenard sur des sujets graves, c'est que cette histoire est drôle. Lorsque l'Allemagne est entrée en URSS, Darlan, qui voulait aller dans le sens de l'histoire, a tout de suite voulu rompre les relations politiques, les relations diplomatiques avec l'Union soviétique. Mais il n'y avait aucun prétexte. Alors, on a allégué que les soviétiques espionnaient le gouvernement de Vichy et que c'était pour atteinte à la sécurité de notre État qu'il fallait rompre avec l'URSS. C'est la seule raison qu'on a trouvée en juin 1941. On ne pouvait pas donner les vraies raisons, puisque la politique de collaboration n'impliquait pas une intervention aux côtés des Allemands, etc., etc. Donc on a trouvé ce seul argument. Et moi j'ai trouvé aux archives soviétiques le compte-rendu de l'entrevue de l'ambassadeur de Vichy à Moscou, Bergerie, qui dit à Wyszynski, nous rompons à cause de cette atteinte à la sûreté de l'État que vous commettez sans cesse par vos espions, etc., vos services d'espionnage. Et Wyszynski lui répond, mais c'est ridicule, c'est pas vrai. Alors Bergerie lui dit, vous êtes vraiment dur,
monsieur le ministre, vous êtes injuste. Et Wyszynski lui dit, vous jouez sur les mots, parce que moi j'ai dit c'est faux, c'est pas la vérité, pravda, et vous dites c'est pas juste, pravda, c'est le même mot en russe, justice et vérité, moi j'ajoute c'est faux. Et alors Bergeret lui dit, nous en reparlerons, monsieur le ministre, et il quitte la pièce d'un ton menaçant, puisque nous sommes dans une période d'ascension de l'Allemagne et où Vichy veut d'une certaine façon être du bon côté. Et d'après les témoignages de 2 témoins à cette époque, Bergeret avait un sourire moqueur en ayant l'air de dire à Wyszynski, nous en reparlerons. Voilà l'origine de ce document qui sert après coup à légitimer, au fond, une rupture de relation pour laquelle on n'avait aucune raison officielle à alléguer. Signe du chemin parcouru depuis 1 an sur la route de la rénovation, c'est l'instauration du serment pour tous ceux qui participent à la haute administration de la France. Ainsi, à Roya, le maréchal est venu recevoir le serment solennel du Conseil d'État. Après une allocution de M. Barthélemy, garde des Sceaux et président du Conseil d'État, et un discours du maréchal, la formule du serment est prononcée par le garde des Sceaux d'abord, puis par les présidents de section, enfin par les 130 conseillers et auditeurs présents. Brave manifestation qui ouvre dans l'administration de la France une ère de fidélité au chef et de responsabilité devant lui. L'armée nouvelle. Le général Hunziger, ministre secrétaire d'État à la guerre, poursuivant ses tournées régulières d'inspection, s'est rendu à Lons-le-Saunier où il a présidé une prise d'armes. À Jujurvieux, après une visite au bataillon de chasseurs, le général Hunziger a été l'objet, au cours de la visite qu'il a faite de la petite cité, d'une manifestation d'enthousiasme de la part de la population. Une délégation de Bressan a, à cette occasion, remis au général un bouquet destiné au maréchal Pétain. Au camp de la Valbonne, enfin, le général Hunziger a terminé sa tournée par une visite au 65e d'artillerie de campagne. 2 belles journées qui marquent l'attention que porte le chef à l'armée. À Marseille, un 2e convoi comprenant les paquebots Mariette Pacha, explorateur Grand Didier, Champagne. Touchant visage encore tiré par la fatigue et le danger. Plus touchant visage des blessés ramenés par le convoi. Et inoubliable attention, on put voir une bouée du destroyer coulé devant Beyrouth, Chevalier Paul, dont Marseille était la marraine et ramené par une 12aine de matelots rescapés, en même temps qu'un portrait du maréchal qui ornait le bâtiment disparu. Comme c'est souvent le cas dans ces actualités, c'est vraiment le non-dit qui est intéressant. Mais j'aimerais quand même faire quelques remarques. Tout d'abord, comme vous l'aviez dit, si je ne me trompe, il y a quelques semaines, on n'identifie pas l'ennemi. C'est un seul attaqué sans raison. On ne sait pas par qui et on ne sait pas pourquoi. Mais ce qui est intéressant également, et c'est là qu'est le non-dit, c'est qu'il y a beaucoup moins de troupes françaises qui ont été rapatriées que ce qui avait été prévu au départ. Et ça a été presque la cause d'une rupture entre Churchill et de Gaulle. Et je crois que cela mérite une petite explication. C'est qu'au moment de la convention d'armistice, les Britanniques ont accepté que toutes les troupes françaises puissent être rapatriées en France avec leur équipement. Ce qui évidemment a mis de Gaulle hors de lui. Car de Gaulle a expliqué, assez clairement et je crois logiquement, qu'un jour on pourrait retrouver ces troupes en face de soi, c'est-à-dire qu'elles pourraient être mises au service des forces de l'Axe. Et comme il l'a justement dit, ces troupes venaient d'être aguerries par des combats, peut-être brefs, mais tout de même des combats, donc elles avaient un avantage, elles avaient une forme d'entraînement, elles avaient un équipement. Et il avait demandé à l'ambassadeur britannique à Damas, qui allait demander à Churchill, d'avoir l'autorisation d'envoyer certains de ses émissaires pour plaider avec ces troupes françaises et les encourager à se joindre aux forces de la France libre. Les Britanniques ont fait une sourde oreille, et je crois que M. de Rosel a expliqué un petit peu pourquoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi et comment de Gaulle a fini par obtenir gain de cause. Car il a fait écrire une lettre officielle à l'ambassadeur britannique à Damas en lui disant qu'à partir du 24 juillet 1941, les troupes de la France libre ne se considéreraient plus sous commandement allié. Et qu'il allait, lui, de Gaulle, faire en sorte que les intérêts français au Levant seraient défendus et que, si besoin était, il entrerait en guerre contre les troupes alliées. Churchill a voulu éviter un esclandre
et lui a donné gain de cause. Malheureusement, il lui a donné gain de cause un peu tard, mais malgré tout, De Gaulle a réussi à faire basculer dans son camp 6 000 troupes françaises et 14 000 troupes des colonies. Et c'est ce qui explique qu'il y en a peu qui arrivent à Marseille. Exactement. L'armée encore. À Vichy, la Coupe militaire de France d'athlétisme. Précédée par 15 musiques militaires, dont les 2000 membres s'uniront tout à l'heure pour la Marseillaise, les 150 athlètes ont fait leur entrée sur le stade, où le maréchal, entouré de l'amiral Darlan et du général Hunziger, va présider cette manifestation qui remplace les championnats militaires disputés jusqu'en 1939. Dans le 100 mètres, Roucarguès du 2e d'infanterie coloniale se classe premier en 11 secondes, 3/5e. Dans le 800 mètres, Bosque du même régiment enlève la victoire. Dans le saut en longueur, Bénard du 23e d'infanterie coloniale l'emporte, suivi par Grandati du 150e d'infanterie. C'est à ces vainqueurs que le maréchal remet les coupes qui figureront désormais dans la salle d'honneur des régiments. Alors après cette actualité française, on va voir les actualités britanniques et qui vont évoquer le grand événement, c'est-à-dire la charte de l'Atlantique dont on ne cessera d'évoquer le souvenir dans les semaines qui vont suivre, actualité anglaise, actualité américaine, etc. Et je crois que déjà vous aviez remarqué quelque chose avant qu'elle commence, cette actualité. Avant qu'elle commence, j'aimerais attirer l'attention du téléspectateur, mais c'est une question que je me pose. Oui. C'est que le générique déclare simplement qu'on se bat pour son roi et pour sa patrie, alors que d'habitude, et dans la majorité des cas, c'est pour le roi et l'empire. Alors je me demande, est-ce que c'est fortuit? Est-ce que c'est calculé pour apaiser et plaire à Roosevelt, qui était un anti-impérialiste notoire? Here is the world's news in pictures, and this is Pathé Gazette screening it. With sincere pride, Pathé Gazette presents this film record of one of the most important personal encounters in history. The mighty battleship Prince of Wales heads out to sea, carrying the Prime Minister to a rendezvous with the President of the United States. With Mr. Churchill is Lord Beaverbrook, Minister of Supply. The Prime Minister is interested in everything in the ship and takes part in a conference in the Admiral's quarters. Among those present are the First Sea Lord, the Chief of the Imperial General Staff, and the Vice Chief of Air Staff. Anchors are lowered at the appointed place, and lying not very far off are the United States cruiser Augusta with Mr. Roosevelt aboard and an accompanying destroyer. With no loss of time, Mr. Churchill, with Lord Beaverbrook, sets out to greet the President aboard the American ship. It is to be a simple meeting of political heads of two greatest democracies, not a pompous affair like the meetings of Hitler and his lackey Mussolini at the Brenner Pass. In a few seconds, you will see history in the making. A British Prime Minister meeting an American President aboard a United States ship
in the Atlantic. As Mr. Churchill steps aboard, he is welcomed by officers of the American Navy and the national anthem we all love so well. On meeting Mr. Roosevelt, Mr. Churchill's first act is to hand him a letter from the King. Back aboard the Prince of Wales, sailors of both navies are busy with hundreds of tuck boxes. A present from the President himself to every man in the ship's company. Goody. Cigarettes, cheese, biscuits, a peach, an apple, and yes, a real banana. And now from the Augusta, President Roosevelt comes to return Mr. Churchill's call and continue the conversations they had already had at their earlier meeting. Conversations, the results of which are to ring round the world as a clarion call to all free and oppressed peoples and as a death knell to aggressors. Mr. Roosevelt steps aboard the Prince of Wales, he is greeted with that grand old tune, the Star-Spangled Banner. This meeting between Mr. Winston Churchill and Mr. Franklin D. Roosevelt brings home forcefully to us how these two powerful personalities are, by the will of their respective countrymen, invested with a decisive part in the molding of human destiny. The shape of things to come is in their hands. In the course of their conferences, President and Prime Minister drew up a declaration of the joint peace aims of Great Britain and the United States, the main points of which are that all men shall be enabled to live in freedom from fear and want, and that aggressor nations shall be disarmed. Follows divine service, bringing a special significance to the words of God. I will not fail thee nor forsake thee. Be not afraid, neither be thou dismayed. Mr. Roosevelt and Mr. Churchill are obviously much impressed. To use the President's words, one of the world's greatest services, for it emphasizes the right of all people to freedom of thought and worship, rights of which depressed peoples have been robbed. We are now privileged to hear commands given by a British naval officer and obeyed by men of two navies at the same time. Right down. Houston Ferry officers will turn about, remainder turn forward. Ship companies about, right and left, turn! March off the ships and ferry officers. The sailors enjoy the chance of a yarn together before they part. Now it's goodbye, or au revoir, who can tell? The lads of the United States Navy are loath to go, and our own boys in blue are loath to see them go. It's been a grand time, but now Jack Tar is going back to that other job of wiping Hitler and what's left of Musso from the seas. The ship's cat, Whiskey, insists on attracting Churchill's attention as he waits for the departing president's destroyer to get underway.
So ends one of the most historic meetings it has ever been our privilege to portray. Its full significance will be learned by our enemies in due course. Alors James Steele, cette charte atlantique, c'est de la propagande ou c'est vraiment un des événements majeurs de la guerre? Écoutez, ça a été présenté comme un événement majeur de la guerre, parce que c'était de la propagande, sans doute. Mais je crois qu'il y a 2 ou 3 éléments qu'il faut souligner. Tout d'abord, c'est une initiative américaine, ce qui peut surprendre, puisque jusqu'à présent, c'est quand même Churchill qui mène le bal. C'est Churchill qui prend des initiatives, c'est Churchill qui écrit à Roosevelt, c'est Churchill qui a des demandes précises. Mais là, c'est à la fin du mois de juillet, c'est Larry Hopkins, qui était l'envoyé spécial de Roosevelt à Londres, qui va voir Churchill et qui lui dit le président des États-Unis souhaiterait vivement vous voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette rencontre a lieu du 9 au 13 août, donc une réaction très rapide de la part du gouvernement britannique, parce qu'il faut autoriser le Premier ministre à quitter le territoire national en temps de guerre. Et Churchill saisit la balle au bond, saisit l'occasion, il en a besoin pour un peu redorer son blason. Donc nous sommes en présence d'une initiative américaine. Pourquoi redorer son blason? Parce que les choses vont plutôt mal. Sur différents terrains de guerre, sur les champs de bataille, ils ont perdu la Grèce, ils ont perdu la Crète, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient gagné en Afrique du Nord. Donc l'armée britannique ne se distingue guère. La grogne, la rogne règne en Grande-Bretagne, le climat est à la morosité, et puis ce qui se passe en Union soviétique n'arrange pas les choses non plus. Bien sûr, les nouvelles sont mauvaises. Les nouvelles sont mauvaises. Donc il faut redorer le blason de Winston Churchill, et d'ailleurs on pourrait dire que ces actualités sont un petit peu à la gloire du Premier ministre britannique. Alors deuxième élément à souligner, ça concerne le contenu. Alors c'est là qu'on va voir s'il s'agit de propagande ou bien d'événements réels qui ont un poids historique véritable. Le contenu, on peut le résumer très brièvement. Il s'agit de garantir la liberté de tous les pays du monde, il s'agit de garantir la liberté de circulation sur les mers, il s'agit aussi de garantir aux pays le choix du régime sous lequel ils veulent vivre, ce qui est important parce que c'est une allusion à l'URSS, ça veut dire que l'Union soviétique a le droit d'être communiste si elle le souhaite, et puis également on garantit le libre-échange, on garantit également l'accès de tous les pays à égalité aux matières premières. Et on finit sur une note grandiose, qui est une question de principe général, en faveur d'un désarmement universel, sauf en ce qui concerne, bien évidemment, les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'est-à-dire, si on peut établir un parallèle un petit peu osé, on retombe dans l'attitude de Bush maintenant, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial, et bien à ce moment-là, la Charte de l'Atlantique prévoyait déjà un après-guerre qui serait régi par des valeurs, des idées et une police anglo-saxonne. Troisième point important, c'est l'impact. Alors là, on répond un petit peu à votre question. Eh bien, ça a été perçu de différentes façons. Les gens qui cherchaient dans la Charte de l'Atlantique des buts précis de guerre, des déclarations précises, ont été déçus, parce qu'on en est resté aux généralités. Les gens qui, par ailleurs, cherchaient un engagement peut-être plus précis de la part des États-Unis ont été comblés. Et Churchill a obtenu de Roosevelt que ce dernier durcisse le ton envers le Japon. Roosevelt ne l'a pas durci énormément, mais enfin, il durcit le ton. Il y a quelques menaces en ce qui concerne l'Indochine, puis les menaces sur la Birmanie et la Malaisie. Mais en général, on peut dire que l'impact en Grande-Bretagne a été relativement faible, malgré le tapage qu'on en a fait aux actualités, dans les journaux, car pour les gens, pour les Britanniques, ça ne faisait que confirmer un état de fait, c'est-à-dire qu'on savait très bien que les États-Unis aidaient la Grande-Bretagne, on nourrissait une partie de la population, envoyait des armes, et on savait aussi qu'ils allaient assurer de plus en plus la sécurité des convois de l'Atlantique. Oui, puis on savait aussi, Roosevelt l'avait dit et répété, que l'Amérique jugeait que l'ennemi numéro 1, c'était l'Allemagne, et non pas le Japon. Et non pas. Mais il y a un autre élément qui, quand même, qu'il faut souligner, ce qui est remarquable, c'est que nous sommes en présence d'une rencontre au sommet entre un pays en guerre et un pays qui est censé être neutre. Et le pays qui est censé être neutre fait une déclaration de soutien à tous les pays opprimés, à tous les pays occupés, à tous les pays en guerre. C'est une manière de se mettre à la tête aussi de la coalition. Tout à fait, car c'est à partir de ce moment-là, alors curieusement, si vous voulez, on a l'impression que Churchill redore son blason, est au zénith un petit peu de sa gloire, mais c'est précisément à ce moment-là qu'il est en train de perdre le contrôle des opérations stratégiques de la guerre qui va devenir mondiale avec l'entrée de la guerre du Japon en décembre, donc à 2-3 mois de là. Et on peut dire que Roosevelt s'est placé très intelligemment, se fait le champion du monde libre, et qu'il est en train de prendre, avec délicatesse, les rênes des mains de Churchill. Et de la politique mondiale. Et de la politique mondiale. Et qu'il est en train d'assurer l'après-guerre, où l'hégémonie américaine, surtout économique, fera prime. A real heavyweight calls at a South African seaport. Nearly 34,000 tons of the stuff that goes to make the British Navy the most powerful sea-fighting force in the world. HMS Nelson is a welcome sight in close-up to the South Africans.
for they know that she and her many sister ships are keeping open the lifelines to the mother country. The necessities of life cross and recross the oceans. The enemy fails to strike mortal blows at the well-being of the people of the British Commonwealth of Nations. The convoys continue to arrive, for they sail under the protection of the Royal Navy. Shades of other days. Ham and eggs. Oh boy, can't you hear it sizzling and smell it cooking, says he, all tantalizing like. It's one of the largest consignments of food to arrive from America to date, and consists of thousands of tons of ham and hundreds of thousands of eggs. Good old Uncle Sam, he's certainly turning out his larder for us. There it is, Mr. and Mrs. Audience, ham. H-A-M, in case you've forgotten. Very soon, if the States keep sending us consignments of this size, we'll be able to have an egg for breakfast once in 7 days instead of once a week. Oh, I remember as a boy I used to eat those things every morning. The American stock car derby gives the crowd more than their money's worth. There's a thrill every second to keep them on their toes with excitement. A score of daredevils, each out to prove he's better than the others. It's a tireless grind for some. My hat, look at this. A real furler. That petrol tank's likely to blow up at any minute. And there it is. Only a miracle can save the driver. It's too hot for the onlookers to help. But no, there's signs of life. It is. He's alive. He's out of that inferno. Now who says that miracles can't happen? At the conclusion of the historic Atlantic Conference, Britain's great statesman, aboard the 35,000-ton battleship Prince of Wales, heads for home across the ocean which unites the two great English-speaking nations. In mid-Atlantic, the monster warship steams through an 8-mile-long convoy of tankers, freighters, and supply ships, all loaded down to the waterline with war material from America. A magnificent sight to stir the imagination of us all. From the masthead of the battleship is hoisted the signal, "Churchill wishes you good luck and bon voyage." In brilliant sunshine, the Prince of Wales arrives at Reykjavik. Onto the quayside of Iceland's capital city steps Mr. Churchill to receive a warm reception from the islanders. RAF and naval units form a guard of honor as the Prime Minister arrives on his goodwill mission. During an official call on the Regent at Government House, Mr. Churchill is enthusiastically cheered when he makes an appearance on the balcony. A spontaneous tribute by the Icelanders to the man they most wanted to see. The visit to the island is also marked by a parade of naval, military, and Air Force personnel. Men of many nations who have won the respect and admiration of the people of Iceland. Men of the Royal Australian Air Force march in line with their brothers from the British Isles and their cousins from the United States, who have come to share the guardianship of the important island in the Atlantic Ocean. Guarantors of independence and freedom. When sailing time comes, Mr. Churchill is given a great send-off. The whole town flocks to the piers to witness his departure. The Prime Minister takes his leave and prepares to embark on a destroyer which will carry him to the waiting battleship now lying at anchor. And now, a final handshake with Iceland's Premier. From Iceland's friendly quayside, the destroyer slips away as the final stage of a historic journey is entered upon. The whole world, civilized and uncivilized, awaits the repercussions of a momentous meeting. And we like the long familiar gesture which now stands for victory.
warship Prince of Wales with her escort of destroyers forms up, ready for the great homecoming of Britain's bulldog statesman. And now from the deck of Britain's latest and strongest ship, Mr. Churchill bids farewell to officers and men. It has been a great pleasure to travel on this splendid ship, and I'm sure I speak for my colleagues, the chiefs of the staff and others, when I say that as landsmen we have been very proud to share for a short time in some of the dangers and hazards which are the daily life and daily routine of the Royal Navy. After the framing with President Roosevelt of the famous new Magna Carta of the world, Mr. Churchill is brought safely through the war zone in which the Battle of the Atlantic is being fought. Another fine tribute to the invincible Royal Navy, which the Premier fully recognizes as he waves farewell to the men who got him there and brought him back. At King's Cross Station, a hearty reception awaits him. A warm embrace from Mrs. Churchill is accompanied by the cheers of Londoners massed behind the railings to catch a glimpse of good old Winnie. As a postscript to this magnificent Anglo-American conference on the high seas, we may surely regard it as a foundation stone upon which will be built the future destiny of mankind. Oui, le ton pathétique de ce retour de Churchill, on va le réentendre avec une voix américaine la semaine prochaine, car cette charte d'Atlantique est un événement qui a été grossi, c'est important, mais grossi, et qui pourtant cache quelque chose, c'est des divergences, non pas seulement sur le leadership, comme vous l'avez dit, sur la manière de conduire, qui va conduire désormais la guerre, mais il y a aussi des divergences plus secrètes. Des divergences de fond qui sont des divergences de doctrine, parce que Churchill est un chef de guerre remarquable, mais c'est un impérialiste, alors que Roosevelt est contre et se méfie de l'impérialisme des Britanniques. Et dans la charte de l'Atlantique, c'est Roosevelt qui a insisté pour que l'on insère la phrase qui parle de l'accès des pays aux matières premières sur un niveau d'égalité. Et Churchill a inclus un embryon de phrase dans lequel il disait « tout en respectant les accords déjà conclus », car il voulait sauver les tarifs préférentiels entre la Grande-Bretagne et son empire. Donc il y a là une divergence de doctrine, et à la fin de la guerre et dans l'après-guerre, c'est quand même l'anti-impérialiste Roosevelt qui triomphera. Oui, enfin disons que d'un impérialisme territorial, on va passer à un impérialisme économique d'une autre nature, et qui est sans drapeau, mais qui est aussi un petit peu quand même de l'impérialisme. Merci James Steele de nous avoir si bien éclairé sur la charte, et on attend avec impatience votre livre sur l'esprit de la résistance dans la littérature. Je vous remercie de l'invitation.